Donc pour la suite, on va tester avec des images. Donc vous allez dans Google et vous tapez ceci, Teddybear, entre guillemets, public domaine, et vous cherchez les images. Je ne suis pas allé dans les outils de recherche pour demander des grandes images. Donc ici, je vais prendre les images qui arrivent directement. Donc vous faites la même chose, comme ça vous allez avoir les mêmes images, c'est pas plus mal. Teddybear, entre guillemets, public domaine. Donc je vais essayer avec celui-ci, qui pourrait être vectorisé, mais c'est limite, il a quand même, on dirait, une complexité assez importante. Et j'essayerai avec ceci qui est une photo. Donc, je suppose que vous les voyez tous les deux, ceux-là? Oui. Alors, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc maintenant, vous avez au-dessus les deux ours qui sont là, disponibles. Dans ce cas-ci, je ne vais pas aller cliquer sur afficher l'image parce que cette version petite me convient. Je n'ai pas besoin d'avoir la version plus grande. C'est surtout valable pour celui-ci qui est en 1280 sur 853. Je n'ai pas besoin d'afficher la grande image, je vais me contenter de cette petite ici. Waouh, elle est super difficile celle-là, parce qu'il est blanc sur fond blanc. Ok, on va commencer par celle-ci. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous, et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Attention à ne pas remplacer l'extension, on va bien la garder. Parce que sur un Mac, on peut supprimer les extensions, mais vous sur PC, sans doute pas. Teddybear brun, voilà. Ok. Donc, maintenant, je vais dans Photoshop, ouvrir le Teddybear. Fichier, ouvrir. Teddybear brun. Voilà. Oups, les couleurs changent énormément, mais c'est à cause de mes réglages couleurs de Photoshop C'est à cause des réglages couleurs de Photoshop qui pour l'instant sont un peu n'importe comment chez moi. Et aussi à cause du projecteur. Donc il y a plein de facteurs qui influencent le fait que les couleurs sont complètement différentes ici, dans le navigateur et dans Photoshop. Donc je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Je vais l'utiliser tel qu'il est là. Fichier enregistré sous. Donc mon but ici est simplement d'en faire une version PSD. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça va me permettre après de modifier l'aspect de l'ours dans Photoshop et que ça se répercute dans Illustrator, en mettant des calques de réglage. Donc, format Photoshop, donc c'est le même nom, teddybear-brun, .psd cette fois-ci, c'est plus du .jpeg. Et puis, je vais dans Illustrator. Donc, dans Illustrator, je vais importer l'image de Photoshop, fichier importé. Voilà, vous avez gardé l'image ouverte dans Photoshop, c'est bien. Donc teddybearbrun.psd avec l'option lier cochée, c'est important. Donc il faut que ce soit une image liée. Ça veut dire qu'il faut qu'Illustrator en permanence regarde ce qui arrive à l'image sur le disque dur. Dans Illustrator, je demande d'afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et donc le fond de cette image est blanc. Donc, je vais faire un petit tour dans Photoshop pour supprimer le fond blanc. Ici, je ne vais pas vectoriser cette image. Je pourrais la vectoriser. Ça fonctionnerait. Mais il y a quand même des nuances, des dégradés qui vont être perdus dans le processus. Et donc, on peut faire des motifs avec des images pixels. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, je vais dans Photoshop. Touche F pour passer plein écran, c'est plus facile. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre, toujours. Et alors, on a vu une technique tout à l'heure avec le grec pour supprimer le fond blanc. On pourrait l'appliquer ici, mais on ne va pas l'appliquer ici. On va faire l'outil de sélection rapide. Vous prenez l'outil de sélection rapide ici. D'accord? Outil de sélection rapide. Vous avez une forme de brosse qui apparaît. Si elle n'apparaît pas, si c'est une croix à la place, vous désenclenchez la touche verrouillage majuscule sur le clavier. C'est ça qui vous empêche de voir la forme de brosse. Ok, la forme de brosse, il y a différentes manières de la changer avec des raccourcis clavier même, mais je vais la changer en cliquant ici au-dessus, ce sera plus simple. Parce que ce n'est pas une formation Photoshop, je ne suis pas là pour vous expliquer toutes les astuces de Photoshop. D'accord? Et je clique sur le fond blanc, on voit que la zone blanche se sélectionne. Sans enfoncer aucune touche, je clique ici, ça s'ajoute, ici et ici. Donc c'est un outil de sélection rapide, comme son nom l'indique.
Alors ce sera peut-être pas nickel à cet endroit-là, mais c'est pas grave, il aura un peu de pixels blancs sur la queue à l'arrière, c'est pas un problème, ça peut se corriger après. On pourrait dilater la sélection, en effet. Je vois que tu connais Photoshop, c'est bien. Oui, si on veut. Si on veut absolument éviter les pixels blancs et qu'on n'utilise pas la technique qui est la meilleure qu'on a vue tout à l'heure avec le grec, on peut faire ceci, sélection, modifier, dilater, ouais, allez-y, 1 pixel, voilà, donc la sélection s'agrandit de 1 pixel, donc elle rentre dans l'ours. Donc il y a une partie des bords de l'ours qui seront perdus, mais c'est pas grave, au moins on n'aura pas de pixels blancs. Cette technique n'est pas mal, mais dans le cas d'angle, ça foire. Dans le cas où on a des angles, ça nécessitera de la retouche. Donc il faut le savoir. Mais bon, ici on est en apprentissage, on fait à peu près. Et puis, on va... D'abord, est-ce que vous avez réussi à faire ça? Sélection, modifier, dilater, puisque vous en avez parlé. 1 pixel, vous avez cliqué, vous avez vu que la sélection s'est un peu agrandie. Donc je double-clique sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller, parce qu'actuellement je ne sais pas modifier sa transparence. Donc je double-clique sur le calque d'arrière-plan, ok. Là je peux modifier sa transparence. Et j'enfonce la touche suppression sur le clavier, et le fond est supprimé. Donc c'est à l'arrache, je n'ai même pas fait de masque de fusion. Ah oui. Je peux désélectionner, je peux mettre à jour le fichier enregistré. Donc le fichier PSD sera mis à jour. De retour dans Illustrator, Illustrator va me dire que le fichier a été modifié. Au fait, ce petit message que Illustrator me met chaque fois que je modifie un fichier Photoshop par l'extérieur, je peux faire en sorte de ne plus l'avoir. Donc quoi qu'il en soit, ici le fond blanc a disparu forcément. Alors je vous montre quand même, petite parenthèse, parce que si vous faites souvent ça, ça va vous ennuyer ce message qui arrive chaque fois. C'est peut-être bien que ça se mette à jour automatiquement dans Illustrator. Donc c'est dans Édition Préférences sur PC, sur Mac c'est Illustrator Préférences, et vous allez jusque Gestion des fichiers. Voilà, Gestion des fichiers, et vous avez ici Mettre à jour les liens. Automatiquement, vous choisissez automatiquement, comme ça, chaque fois que vous modifiez l'image en Photoshop, automatiquement, Illustrator va me faire la mise à jour automatiquement. Voilà. Donc dans Édition Préférences, Gestion des fichiers, quand on est sur un PC, et sur un Mac, Illustrator Préférences, Gestion des fichiers. Ici, mettre à jour les liens automatiquement. Ok. Par exemple, si je vais maintenant dans Photoshop, alors pour la démonstration, je vais afficher parallèlement l'image Illustrator ici et l'image Photoshop ici. Voilà. Donc j'ai l'image Illustrator derrière. D'accord? C'est la fenêtre du logiciel Illustrator qui est derrière. Je vais mettre un calque de réglage, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Je vais modifier la luminosité de la bestiole. Voilà. Ok. Je vais ajouter un calque de réglage de type teinte de saturation. Je vais désaturer. Je vais modifier la couleur en faisant bouger le curseur teinte. Voilà. Ok, donc j'ai modifié l'ours. Je fais fichier enregistré. Comme c'est un fichier PSD, il intègre sans aucun problème les calques. Et dans Illustrator, je clique et voilà, c'est mis à jour tout seul. Donc ce sera plus facile, plus de messages qui apparaît. Alors, de retour dans Photoshop, je repasse plein écran, touche F. Alors je trouve que cet ours, il est pas mal, mais il est un peu plat. Donc il y a une astuce dans Photoshop pour donner du volume aux objets assez rapidement. C'est l'accentuation des détails. Je vous montre, et l'accentuation des détails, je vais la mettre sur un objet dynamique. C'est-à-dire que le calque actuellement n'est pas un objet dynamique, mais on a déjà fait ça. On a vu que si on veut voir apparaître les filtres dans la palette des calques de Photoshop, il faut faire clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Donc le calque est intact, il a été mis dans un objet conteneur. Ça veut dire que les pixels ne seront jamais réellement modifiés. Donc ça c'est super comme technologie dans Photoshop. Donc c'est clic droit sur la vignette du calque 0 dans Photoshop et demander convertir en objet dynamique. Ne le faites qu'une fois, parce qu'on peut imbriquer des objets dynamiques, mais attention, il faut s'y retrouver après. Et alors je vais aller dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Et là vous voyez que vous pouvez donner déjà du punch à l'illustration. Mais si vous, en ayant le curseur seuil à 0, si vous mettez le rayon plus fort que le gain,
vous allez commencer à voir apparaître des nuances dans l'ours. Voilà. D'accord. Après, s'il devient trop sombre, on corrige avec le calque de réglage au-dessus. Donc vous testez différentes valeurs de rayon et de gain. Alors le problème, c'est que c'est une image qui était en JPEG, alors les artefacts, la compression JPEG peut réapparaître. Mais bon, voilà pour donner une punch, parce que les images sont parfois un peu fadasses. Hein. Voilà. Bon. Le curseur seuil pourrait peut-être servir malgré tout pour enlever les artefacts. Un peu. Non, c'est pas génial. Non. Il suffit de mettre moins de... Non. Il existe des systèmes pour enlever les artefacts, en fait. Photoshop CC, la dernière version, on peut agrandir les images et en même temps retirer les artefacts JPEG. C'est propre à Photoshop CC, donc C7. Mais on est dans C6 ici. Voilà, on est dans C6 et donc pas cette option pour retirer les artefacts. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les compressions, là, vous les voyez. Hein. Ouais, c'est parce que c'est du JPEG à l'origine. Il existe maintenant un truc qui va... Il a toujours existé un filtre Topaz qui permet de faire ça. Topaz, c'est une marque. Enlever les artefacts JPEG. Et il est payant. Mais maintenant, dans Photoshop C7, donc le CC, c'est intégré, oui, oui. Ok. Donc je vais d'abord remarquer que, vu qu'on a mis ça sur un objet dynamique, c'est un filtre dynamique. Donc je peux désactiver le filtre, je peux le remodifier en double cliquant sur son nom, je peux voir réapparaître la boîte de modification. Donc c'est génial. Et ici, j'ai même un masque. Quand je clique sur lui, je peux dessiner au pinceau en noir, au pinceau flou s'il vous plaît. Je peux dessiner aux endroits où je trouve que ça filtre trop. En noir, on a dit. Par exemple, si je dessine sur les oreilles, elles ne vont plus subir le filtre. Donc là, ça peut être intéressant pour amener un peu de variété à l'illustration, pour qu'elle ne soit pas totalement filtrée. Donc vous voyez que je suis en train d'amener du noir dans le masque, et ça empêche que le filtre agisse à cet endroit-là. Voilà, ça peut régler aussi les petits problèmes qu'on a. Par exemple, voilà, sur le visage de l'ours, j'ai peut-être pas envie d'avoir cette accentuation. Enfin, vous voyez à peu près comment ça marche. Alors, pour voir l'avant-après, majuscule clic sur le filtre, vous voyez? Je le désactive avec la touche majuscule. Et on voit comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc les yeux, je les ai laissés filtrer, mais par contre, j'ai été modifié. Le bord de la tête. Ah, si je veux faire réapparaître le filtre à certains endroits, toujours en l'ayant ici encadré, je vais dessiner en blanc, au pinceau, normal. Voilà. Enfin, c'est pas une formation Photoshop, mais vous voyez qu'on peut modifier les images qu'on va utiliser dans Illustrator. Si c'était pour la vectoriser, ça serait valable aussi. Donc, je fais fichier enregistré. Comme Illustrator a été réglé pour mettre à jour automatiquement, en moins d'une seconde, il m'a mis à jour dès que j'arrive dedans. Ça, c'est ma version filtrée. Alors, au niveau du nombre de pixels, là, je suis de retour dans Photoshop. Cette image est quand même lourde au niveau du nombre de pixels. Un peu trop précise. Mais on va faire avec. Normalement, les ordinateurs que vous avez vont pouvoir gérer ça. Donc, ce qui est certainement arrivé chez toi, c'est que tu n'as plus l'objet dynamique, c'est ça? Tu ne vois plus la petite icône Non, qui... j'ai plus. Voilà, erreur habituelle dans Photoshop. Tu as essayé avec le pinceau, par exemple, de cliquer là, plutôt que de travailler là-dedans. Ah, Tu as cliqué là-dedans, tu as vu un message qui est apparu que tu n'as pas compris et tu as dit OK. Hein? Voilà, donc si quelqu'un en rue te demande donne-moi ta carte de crédit, s'il te le dit s'il te le dit en russe et que tu ne comprends pas, il va te l'apprendre et il aura raison. Bon, allez, je rigole. Donc surtout jamais faire OK. Voilà. Il ne faut jamais pixeliser, sauf si on a une très bonne raison de le faire. Sinon, on perd tout le bénéfice de l'objet dynamique. Voilà. Donc, il faut faire CTRL-Z, il faut afficher l'historique, par exemple, menu fenêtre historique. Comme Photoshop n'est pas très bien réglé ici, il ne retient que les 20 dernières actions alors qu'il est capable d'en retenir 1000. Mais
quelque part là-dedans, tu as certainement pixelisé l'objet dynamique et tu cliques sur l'étape juste avant. Donc tu voyages dans l'historique de l'image. Bon, ça n'a pas une importance énorme parce que de toute façon, dans Illustrator, ce qui compte, c'est que ce soit une image pixel. Alors, je vous montre dans Illustrator. Je vais dans la palette nuancier. Et alors, je vais faire un motif avec cet ours. Donc, ne le faites pas parce que ça ne va pas marcher, regardez. Avec la flèche noire, je vais déplacer l'image dans le nuancier. Et ça ne va pas y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que ce soit une image incorporée. On ne peut pas faire ça avec une image liée. Donc, dans le menu Fenêtre Lien, je vais casser le lien avec le fichier qui se trouve sur le disque dur. Donc, l'image sera dans le fichier Illustrator, sans aucun lien avec le fichier d'où elle vient. Donc, ici, incorporer les images, voilà. Ah, petite fenêtre parce qu'il y a des calques, etc. Donc, il y a différentes manières d'incorporer une photo, une image qui vient de Photoshop. S'il y a des calques, on peut faire en sorte que chaque calque devienne un objet Illustrator. Enfin, bon, c'est des choses à tester par soi-même. Quoi qu'il en soit, ici j'ai pris les options qui s'étaient proposées à moi et j'ai une image incorporée. Les diagonales ont disparu de la fenêtre de l'image, c'est bien une image incorporée. Je déplace vers le nuancier. Je vais supprimer l'image d'ici, je pourrais la récupérer à tout moment en la déplaçant à nouveau. Donc, je la supprime. Je vais la placer dans un rectangle que je crée ici. Je peux double-cliquer sur l'outil de mise à échelle et décocher transformation d'objet. Voilà, j'ai mon ours. Voilà, donc j'utilise une image comme motif. Et puis par la suite, bien sûr, C6, on a la possibilité de passer en mode isolation sur le motif, donc je vais pouvoir double-cliquer. Voilà, je suis passé en mode isolation. J'ai le fil d'Ariane qui apparaît là au-dessus. J'ai la boîte qui apparaît ici. Et je règle ce que je veux. Est-ce que je veux un quinconce? Est-ce que je veux augmenter les distances entre les répétitions? Voilà. Donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Ok. Voilà, brique par rangée, hexagone. Voilà, hexagone, c'est pas plus mal. Parce que brique par colonne et brique par rangée, il y a toujours, dans un sens, ça reste aligné. Une brique par colonne, la colonne sont alignées. Une brique par rangée, c'est les rangées qui sont alignées. Le décalage ne se fait que dans un sens, tandis que hexagone, là, oui, il m'a quand même fait. Il va peut-être falloir que je fasse... oui, il me fait quand même. Peut-être un petit déplacement serait nécessaire. Alors, petit déplacement. Bon, là, c'est à vous de voir. Il faudrait que j'arrive à... Oui. Si je voulais... Il faudrait que je tourne l'image avant de l'amener comme motif et puis que quand j'applique le motif, je le tourne de autant de degrés dans l'autre sens. C'est un peu compliqué, mais on aurait la possibilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas les rangées. On va peut-être tester ça. Voilà. Donc, je sors du mode isolation et j'ai mon ours qui est utilisable. Donc, dans un rectangle, je vais devoir ici modifier la dimension. Voilà. Bien. Oui. Alors, ici, je vais double-cliquer sur le motif. Donc, ce que je vois, ce n'est plus mon rectangle. Je suis passé en mode isolation sur le motif. Donc, l'illustration que j'ai dans le document, je ne la vois plus. Je me focalise sur le motif, là. Et voilà ce que je vais faire. Je vais aller créer une balle pour ce teddy bear. Donc, je prends l'outil de création d'ellipse. Regardez, vous allez tester après. Je crée une superbe balle qui contient quoi? Le motif, donc c'est pas bon. Je vais lui mettre une balle rouge. Voilà la balle rouge, ok.
Et donc on voit que ça se répète. Mais c'est foireux. Je dois agrandir la zone hexagonale dans ce cas-ci, puisque je suis en hexagonale par rangée. La zone hexagonale, je dois l'agrandir de manière à ce qu'elle mette plus d'espace autour du teddy bear et de la balle. Donc je vais faire 400 ici, 400 ici, voilà. Donc il est agrandi. L'hexagone vert, vous le voyez? Oui. Bon, et puis avec la flèche noire, je peux déplacer dans la zone ici le teddy bear et sa balle. Et voilà, j'ai plein de teddy bears avec chacun leur balle. Ok? Donc on peut modifier, on peut ajouter des objets dans le système, dans le motif. Je pourrais aller chercher l'image de l'autre teddy bear aussi, le blanc. On va peut-être essayer ça parce que c'est un cas de figure particulier. Donc, je ressors du mode isolation et tu dis, il y a un problème, tu as dû remettre le motif dans le dossier? Oui. Donc celui-ci s'est mis à jour tout seul, dirait-on. Par contre, je dois changer la manière dont il s'applique ici. Voilà. Dans cette forme rectangulaire. Ah oui, ça va. Pour une fois, il m'a fait une minute. Bon, ben, c'est l'occasion de voir comment on fait une balle qui a du volume. D'accord? Je vais faire ça dans un autre document. Je vais tracer une balle rouge. Ok. Je vais tracer un cercle blanc. Sans contour noir, y compris sur la balle rouge, pas de contour noir. Voilà. Ok, déjà là, on a un semblant d'impression de volume. Sur le cercle blanc, je vais mettre un flou gaussien. Effet, atténuation, flou gaussien, case aperçu coché. Voilà. Ok. Je peux modifier la forme par transformation manuelle. Écraser, tourner, agrandir. Voilà. Donc ça donne un effet de reflet. Et alors ce qui est bien, c'est d'avoir une lumière spéculaire aussi. Mais enfin déjà, essayez de faire ça. Un cercle rouge et par-dessus un blanc sur lequel j'ai mis un flou gaussien. Je vous rappelle que pour modifier le flou gaussien par la suite, il faut absolument, en ayant l'objet ici sélectionné, aller voir la palette aspect. Il ne faut plus retourner dans le menu effet en haut, ça rajouterait un deuxième flou gaussien. Pour modifier le flou gaussien qui est là, on clique dans la palette aspect sur le mot flou gaussien. Voilà. Ok. Alors ici, cette forme circulaire blanche sur laquelle j'ai appliqué un flou, je vais la dupliquer en la transformant. Donc je prends l'outil de transformation, j'enfonce la touche Alt pendant que je prends une poignée du coin. Et ça fait une copie. Voilà. Et je vais, touche majuscule aussi si je veux. Puis je lâche le bouton à la souris. Puis, hein, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, je vais faire autrement. Je vais la déplacer avec la touche Alt. Voilà. Je la déplace, puis je vais la redimensionner sans aucune touche enfoncée. Donc je vais faire une petite tâche. Ah ben oui, forcément, avec le flou qui est appliqué dessus, quand on la fait plus petite, elle disparaît. Logique, hein? Donc je vais désactiver le flou pour celle-là, temporairement. Voilà. Vous comprenez? S'il y avait le flou qui était appliqué sur elle, en étant petite, elle disparaissait dans son flou. Voilà, et le but c'est de mettre la tâche ici pour faire une lumière spéculaire, c'est-à-dire à un endroit où la lumière est reflétée totalement. Spéculaire, ça veut dire miroir. Donc, c'est là où les objets font miroir. D'accord? Si je réenclenche le flou gaussien, elle disparaît, mais je vais aller modifier la valeur de flou gaussien en cliquant ici. Il faut un rayon moins fort. Voilà. Ok, donc le but est d'avoir à peu près ça. Un impact lumineux, flou,
Une zone floue également, blanche, mais moins forte. Vous voulez que je répète? S'il vous plaît. Je vais répéter. Donc j'ai supprimé ma tache blanche là. Je suis à la situation dans laquelle vous êtes. Je prends ceci. Alors ce que j'ai fait, je vais refaire la deuxième manière. C'est avec la flèche noire. Je déplace en enfonçant la touche Alt, je déplace la forme. Ça fait une copie. J'enlève l'œil en face du flou gaussien pour ne plus que le flou agisse. Dans la palette aspect donc. Puis, transformation manuelle avec l'outil de transformation. Touche majuscule pendant que je fais ça. Je réduis et je le mets à cet endroit-là. OK? Et puis je peux réenclencher le flou gaussien, mais seulement le flou gaussien est tellement fort que la forme disparaît. On ne la voit plus. Donc je vais cliquer sur le mot flou gaussien pour réduire le flou gaussien. Voilà, de manière à ce que la forme, malgré qu'elle est petite, on la voit encore. Et voilà. Vous avez une boule avec un impact lumineux. Bon, un flou gaussien un peu plus fort serait quand même le bienvenu. Voilà. Et on peut même sélectionner les deux avec la touche majuscule et les transformer tous les deux pour les repositionner comme on veut. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas génial. Voilà. Donc on a une espèce de boule. Pour que ce soit réaliste, il manquerait sur le bord de la boule une ombre pour souligner. Et une ombre sous la boule aussi. L'ombre sous la boule, c'est pas difficile à faire. Je fais une ellipse noire à laquelle j'applique un effet atténuation flou gaussien. Voilà. Aplatir l'ellipse, tant qu'on y est, par transformation. Ah, le flou gaussien est peut-être un peu fort là. Voilà. Diminuer l'opacité de la forme, je ne le fais pas ici, mais en tout cas, voilà, dès qu'on mettra ça sous la boule, dans l'empilement des calques, ça doit être sous la boule. Logique, hein. Voilà. La boule repasse par-dessus, dépasse par-dessus. Voilà, ça donne un effet d'ombre. C'est vite fait, hein. Il faudrait que j'aille par la palette de transparence, mettre autre chose que du noir éventuellement. Oh, d'ailleurs, je peux changer la couleur ici si je mets du gris. Ça marche aussi. Voilà. Bon, ok, ça c'était une méthode. C'est vraiment d'illustration ça en fait, hein. On est d'accord. Alors, l'autre méthode, je redessine une boule rouge. Rouge, on a dit, voilà. Et je vais utiliser quelque chose d'assez extraordinaire dans Illustrator. Il y a des gens qui ne font que ça dans Illustrator. C'est les filets de dégradé. Menu Objet, créer un filet de dégradé. Et là, vous avez le choix du nombre de rangées et de colonnes. Je vais mettre 6 par exemple, et 6, voilà. Essayons peut-être autre chose, 7, 7. Ok, 7 c'est pas mal. Ok. À partir de là, chaque point du maillage peut recevoir une couleur. Je clique avec la flèche blanche à côté de tout. Je viens sur le maillage, je clique sur un point. Et je peux lui donner dans le nuancier n'importe quelle couleur. Je peux dire qu'il va être vert. Voilà, mais évidemment je veux qu'il soit blanc. Voilà. Et ce point, on peut le bouger. Voilà, voilà. Il peut être bougé. On a des tangentes, des courbes de Bézier. Bon, dans ce cas-ci, c'est un peu foireux parce que je reviens en arrière. J'aurais dû mettre ça sur un autre point, peut-être plutôt sur celui-ci.
Voilà. Et comment vous avez Ok. fait pour que cet effet blanc comme ça qui s'ouvre? Donc, après avoir fait objet, créer un filet de dégradé, Ouais. flèche blanche, je clique à côté, Ouais. puis je viens sur le maillage indiquer sur quel point je travaille. Mais tout de suite, vous avez un. Et puis je clique sur la couleur blanche pour lui appliquer la couleur blanche. Moi, j'ai pas de lumière qui Je peux essayer de mettre sur plusieurs points ici, en les sélectionnant avec majuscule. Sur plusieurs points, je peux essayer de mettre une lumière rouge foncé, enfin une couleur rouge foncé. Est-ce qu'on a du rouge foncé ici? Pas vraiment, mais enfin quand même, si ça marche, et je vais la modifier, je double-clique sur elle. Je vais en faire du rouge foncé. Voilà, vous voyez, ici, avec la touche majuscule et la flèche blanche toujours, j'ai activé plusieurs points et je leur applique une couleur, du nuancier, que je vais modifier en double-cliquant sur elle. Voilà. Ah oui, on sait aussi les déplacer, oui, on sait aussi déplacer directement les couleurs du nuancier vers le maillage. Voilà, c'est possible aussi de déplacer directement du nuancier vers le maillage. Ah oui, ça peut se déplacer aussi au milieu, entre 4 points. Alors, celui-ci, je vais lui remettre du rouge, comme j'avais mis pour la boule à l'origine. C'était pas ce rouge-là, c'était celui-là, voilà. Et si je prends le blanc ici, je le mets au milieu de 4 points, voilà ce que ça donne. Les 4 points ont reçu le blanc. Bon, c'est une autre manière de faire, donc les filets de dégradé. Donc ça, c'est foireux ce que je viens de faire. C'est sur un des points que je dois le mettre dans ce cas-ci. Voilà, ok. Et il y a des choses à régler ici, bien entendu. C'est foireux également à ce niveau-là. On peut supprimer des points aussi. Alors, c'est vraiment très très puissant et ça permet de faire des illustrations hyper réalistes comme on faisait anciennement à l'aérographe. Mais évidemment, plus personne ne sait ce que c'est un aérographe, je suppose. Si. Ah. Donc, je vous montre, il suffit d'aller dans Google, taper Gradient Mesh. Voilà. Allez voir dans les images et vous allez tomber sur plein d'illustrations réalisées dans Illustrator avec cette technique. Donc, on voit le maillage, voilà, il y a plein de choses à aller voir. Donc, il suffit de taper dans Google Gradient Mesh et vous tombez sur des illustrations faites dans Illustrator grâce à cette technique. Les filets de dégradé, le Gradient Mesh. Vous voyez tout ce qu'on sait faire avec? À partir de photos ou pas, ça dépend. Mais c'est souvent documenté par des photos au départ, évidemment. Donc, on sait faire des illustrations super réalistes dans Illustrator avec cette technique. Mais attention, premièrement, ça peut prendre quelques heures pour faire ceci déjà. Pour faire ce genre de choses, plusieurs jours. Ou ça, semaines. Ça dépend si on a l'habitude ou pas. Donc c'est beaucoup de boulot et pas sûr qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer ça. Donc c'est vraiment un travail de passionné en fait. D'accord? Bon, Gradient Mesh. Donc ça c'est souvent quand vous voyez des choses qui ressemblent à des photos, c'est en fait dans Illustrator. Non. Mais bien sûr. C'est voiture. Mais bien sûr. Ça, c'est une photo, ça. Non, c'est d'Illustrator ça. C'est un balèze. Il y a des gens qui sont. C'est une question de temps en fait. Le temps qu'on y consacre. Ah voilà, il dit ça m'a pris 45 heures pour faire ça. Ça va. Je sais qu'il y a quelques défauts, mais finalement c'est pas mal du tout pour mon deuxième que je fais. Comment ça fait 45 heures. Bah, voilà, et donc au départ de photo, ça c'est le résultat, hein. C'est pas la photo, hein. Et ça c'est le travail. Voilà, voilà, donc c'est comme ça que ça marche. En gros,
Ça, ouais, il faut d'abord étudier Illustrator Encore plus. encore plus. Voilà. Ouais, Déjà savoir que ça existe, c'est bien, parce que si en sortant de cette formation sur l'illustration, vous ne connaissez pas les filets dégradés, c'est une honte quand même. On va dire, tiens, c'était quoi cette formation où ils n'ont même pas entendu parler des filets dégradés. vous nous en parlez vendredi à 15h12. Il faudrait plusieurs semaines pour étudier ça sérieusement. C'est ça. C'est un boulot de designer en fait. Ouais. Ok. Ouais, il faudrait une journée entière de regarder, quoi. Une journée Pour avoir un début. pour avoir un début, oui. Mais il y a des vidéos que je vous ai fournies qui parlent de ça en fait. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Donc la technique habituelle, c'est de mettre la même image côte à côte, travailler sur un calque au-dessus, verrouiller celui d'en dessous, dessiner à la plume les formes de la voiture. En gros, voilà, j'y vais rapidement là. Je vais passer là directement, pas d'inquiétude. Voilà. Il y a différentes techniques, on peut utiliser aussi des masquages. Mais ici, j'y vais rapidement. Ok, donc ensuite, je vais dupliquer le calque pour ne pas perdre cette forme. Et sur la forme qui est dans le duplicata, on ne la voit pas bien, hein. Je vais la mettre en bleu. Voilà. Sur cette forme-là, objet, créer un filet de dégradé. Voilà. Alors, il y a un petit problème avec ça. Il va falloir que je modifie peut-être le nombre de rangées. Ok. Est-ce qu'il me l'a fait? Créer un filet de dégradé. Ok. Ok, là, il est fait. Donc, et puis, aller éventuellement bouger certaines choses. Et je vais utiliser, pour modifier toute cette forme, je vais utiliser la photo d'à côté, en fait, qui va me servir de référence. Et avec la pipette, je vais aller choisir une couleur que j'applique à cette forme. Ok. Ensuite, je vais avec toujours en prenant la référence, la photo d'à côté, je vais aller activer différents points. Voilà, je le fais vite fait là, franchement, pour vous montrer à peu près comment ça marche. Et puis aller, peut-être même sur la même photo, je peux aller déjà prendre des... Voilà. Aller déjà prendre des choses, voilà. Alors, après, on peut supprimer des points avec l'outil filet. Alors, l'outil filet qui se trouve, l'outil filet, manipulation des filets, il est là, voilà. Donc, c'est lui qui sert aussi notamment pour les filets de déformation que je vous ai montré très rapidement. Et avec ça, on peut aller supprimer éventuellement des lignes ou des colonnes qui seraient en trop. Ok, oups, celle-là, fallait pas. Voilà. Voilà. Et ah tiens, j'ai activé la grille de perspective par erreur. Erreur habituelle, donc affichage, grille de perspective, masquer la grille. Ouais, il y en a qui cherchent encore comment il faut faire pour la faire partir celle-là. Ok, donc vous voyez que j'ai créé un semblant de carrosserie, donc vite fait, hein, vite fait. C'est extrêmement complexe en fait, ça prend beaucoup de temps, il faut avoir de la méthode, et bien connaître Illustrator, les masques aussi, parce qu'on peut faire des filets de dégradés qui débordent, mais on ne montre qu'une partie, parce que vous avez vu que le filet qu'il m'a fait là sur ma forme, il est bizarre, hein. Il n'est pas comme il fallait. Il a fallu que ce soit plus parallèle au bord supérieur de la forme. Donc voilà, en gros, la technique, et bien entendu, il faudra que j'aille remettre sur d'autres calques, d'autres filets de dégradés pour les phares, etc. En fait, les étudiants, ils ont beaucoup de ça maintenant, ils font ça tout le temps. Non, Parce que Week-end a fait ça. non, pas du tout. Les étudiants font du Photoshop en général, et ce sont les designers en fait qui font ça. Pour faire des projets, une fois qu'ils ont fait le dessin, ils peuvent utiliser Illustrator pour faire les filets dégradés. Notamment l'école de design de Valenciennes utilise ça pour faire des projets de modèles en fait. C'est une des choses qu'ils voient. C'est un cours qu'ils reçoivent. C'est un cours qu'ils reçoivent Donc, spécifiquement. Elles ont un devoir, vous pouvez recopier
temps de le faire, ils ont... Oui, oui, ils ont le temps, mais c'est une des rares écoles où ça s'apprend. Voilà. En général, dans les écoles, si déjà on arrive à utiliser les courbes de Bézier correctement, les courbes de Bézier, les vecteurs, dessiner correctement les choses, oui, hein, les écoles, on n'a pas le temps de voir les choses. Hein, entre deux pages Facebook et deux vidéos débiles YouTube. Non, c'est ce que je veux dire. Les étudiants passent beaucoup de temps sur Facebook à regarder des trucs débiles, ou alors sur YouTube, ils regardent des fails, des gens qui se cassent la gueule. Donc déjà, pour attirer leur attention, c'est pas facile, quoi. Et en classe, ils regardent. Bah, bien sûr. Oui, mais enfin, on leur demande aussi d'apprendre les sciences, les mathématiques. Oui, on leur demande beaucoup. À ces pauvres petits. Voilà. Non, mais c'est vrai, on passe beaucoup de temps des fois à des choses. Oui, c'est ça. Et les smartphones aussi, ça bouffe pas mal de temps, les smartphones. Mais non, c'est interdit, ça. Quelle époque? Ok. Avec ma fille, c'est quand même mieux sur Facebook et sur son iPhone qu'autre chose. Voilà, donc vous avez trouvé des tutoriaux parce qu'il y a des gens qui expliquent comment ils font aussi. Hein. Ah, c'est chouette. Ben, bien sûr. Voilà, il faut consulter les pages et aller voir. Parfois, vous allez tomber sur... il suffit de taper tutoriel après le mot gradient de mèche aussi. Hein. Bon, évidemment, ici, c'est pas... Ici, c'est un tutoriel, mais qui n'est pas dans une langue que je comprends, mais voilà. C'est en espagnol, moi je comprends. C'est bien. Super. Ah, c'est le type de... Ok, donc gradient de mèche, et je passe dans la partie web et je tape tutoriel. Oui, sur YouTube, vous allez trouver plein de tutoriaux aussi là-dessus. Ok, 30 tutoriaux pour apprendre le gradient de mèche, voilà. 20 tutoriaux pour aider dans Illustrator avec le gradient de mèche. Des tutoriaux sur YouTube sur le gradient de mèche. Pour les débutants, vous allez en trouver plein. Donc on a l'impression qu'il y a plein de gens qui utilisent ça en Belgique, mais non, ça vient du monde entier, ça. Hein. Donc il suffit qu'il y ait 50 000 personnes dans le monde qui sont passionnées par ça et ça inonde YouTube. Voilà, donc méfiez-vous quand même. C'est pas tout le monde qui fait ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est quoi? Un chicon, oui. Ou une endive, peut-être. Pour les Français. Vous savez combien de temps que vous êtes en Belgique? Ah oui, le CD, ça, c'est pas un truc facile à faire. Il y a une astuce pour faire des CD comme ça. Comment? C'est une histoire de... Oui, avec les gradients de mèche, il y a une astuce. On m'a déjà demandé comment faire ça. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Parce que je vais voir si je retrouve l'astuce ici. Il faut d'abord mettre un dégradé radial dans un cercle. Donc un dégradé, les nuanciers. Voilà. Ok. Je vais aller prendre les dégradés, ou alors je vais directement dans la palette dégradé le faire. Oui, c'est possible aussi. Dégradé de couleur, voilà. Voyons un peu, voilà. Type radial, ok. Les couleurs, ok. Peu importe au départ, vraiment les couleurs. La répartition, on choisit. Et je pense qu'il faut le convertir à un certain moment en un filet de dégradé, créer un filet de dégradé. Donc là, ça n'a pas marché, c'est pas ça. Bon, il y a une astuce, il faut arriver à le convertir en filet de dégradé d'une manière ou d'une autre. Ah, peut-être, oui, il faut décomposer peut-être avant. Oui, un peu ça. Non. Eh bien, il faut que j'aille revoir le tutoriel pour voir comment ça marche. Donc, un dégradé d'abord, puis objet... c'est ça, expand et remplir avec un gradient mesh. Bon, vous voyez que je ne connais pas tout. Hein. Donc, menu objet,
Et c'était expand. Ouais, ça. Il y avait une modification. Alors, revoyons ça. Décomposé. Expand, c'est dans... Oui, c'est ça, décomposer. Décomposer. C'est ce que vous avez fait. Ok. Et pourquoi il ne m'a pas proposé la boîte? Parce que j'ai déjà fait expand peut-être. Donc je vais revenir en arrière un peu. Revenir en avant. Objet. Décomposer. Voilà, c'est ça. Donc j'ai été trop vite pour décomposer. Je savais qu'il fallait peut-être y aller par là, mais ici, filet de dégradé. C'est pas décomposé en 255 objets, c'est filet de dégradé. Ah oui, parce que si je décompose en 255 objets, je n'ai pas vu tout à l'heure parce que je ne suis pas passé par affichage tracé, mais en fait il m'a fait certainement 250 cercles de couleurs différentes superposés l'un à l'autre pour redonner cet effet de dégradé radial. Mais donc dans ce cas-ci, plutôt filet de dégradé, voilà. Et alors, le filet de dégradé, voyons un peu. Objet, créer un filet de dégradé, non. Qu'est-ce qu'il raconte dans la suite du tutoriel? D'accord, le cercle devrait ressembler à ça. Super, il ne ressemble pas à ça. Donc ça n'a pas super bien marché. La décomposition n'a pas super bien marché. Bon, il va falloir que... Eh bien, si, en affichage par tracé, il ressemble à ça, en effet. On ne le voit pas, mais en affichage par tracé, on le voit. Donc je suis dans le bon. Ensuite, oui c'est ça, il faut faire un masque, voilà, et puis on va pouvoir ajouter, c'est ça, avec l'outil filet de dégradé, aller ajouter des... D'abord il y a un masque à annuler, bon vous voyez c'est un peu plus compliqué que prévu, il y a un masque à annuler, objet, masque d'écrêtage annulé, voilà. Alors voyons un peu ça. Il y a certainement un filet de dégradé ici, voilà. Je vais aller changer la couleur des vecteurs du calque, qu'on voit bien. Voilà. Puis avec le filet de dégradé, aller ajouter, c'est ça, des... Waouh! Aller ajouter des filets, voilà, sur le bord. Ok. Voilà, c'est grâce à ça que je vais pouvoir donc ajouter des rangées et des colonnes, sauf que je suis sur... un cercle. Donc les rangées et les colonnes sur un cercle, ça ressemble à ça. Et puis alors il faut aller sélectionner ou directement du nuancier amener les couleurs sur les petits points là. Hop, sur les points on a dit. Là, allez, là. Ok. Bon, il n'y a pas assez de lignes en fait. Hein. Mais le principe c'est ça pour refaire le CD qu'on a vu tout à l'heure. Il faut vraiment aller ajouter les couleurs sur les points en fait. Voilà. Bon. Il y a toujours un cercle là au centre qui me gêne. Je l'ai supprimé et ça devrait aller mieux maintenant. Voilà. Ok, donc c'est juste un exemple pour faire comprendre que même moi, hein, quand je vais faire quelque chose... la dernière fois qu'on m'a demandé comment faire un CD, comme ceci, j'ai dû aller revoir ce tutoriel. C'était il y a longtemps. D'accord? Donc, il n'y a pas de honte à aller voir des tutoriaux. Moi-même, j'en produis, donc il n'y a pas de problème. Hein. Je diffuse des tutos sur YouTube, etc. Il y a des gens qui s'en servent et ce n'est pas des nazes nécessairement du tout. Hein. Voilà. Donc, en fait, il faut faire des sélections comme ça et appliquer la couleur. Voilà. Ok. Bien. Donc vous avez vu en gros comment ça marche. Hein. Faire la boule, donc voilà. Alors, cette boule, je vais la copier. Je vais aller voir ici dans mon motif, double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier pour passer en mode isolation. Et voyons un peu ce qui se passe si j'essaye de coller ma boule ici. Ah ben ça marche, on dirait. Génial. J'arrivais pas tout à l'heure à faire le filet de dégradé directement dans le motif en mode isolation, mais par contre coller un filet de dégradé qui vient d'ailleurs, ça marche.
Et voilà, j'ai une boule qui ressemble un peu plus à une boule. Donc je sors du mode isolation en petit flèche en haut à gauche et j'ai mon motif avec mon filet de dégradé. Voilà. Bon, l'ombre c'est pourri, mais c'est pour voir un peu comment ça marche ici. Ok. On va en tout cas dans un navigateur web, et vous avez celui-ci, vous l'avez trouvé quand vous avez tapé ça. Oui, on l'a vu aussi en enregistrement. Voilà, celui-là, qui n'est pas facile. Donc, enregistrer l'image sous. Je vais l'appeler Teddy Bear. Blanc. Voilà. Je l'ouvre dans Photoshop. Le voilà. Bon, donc dans Photoshop, il est ouvert. Alors celui-là est un peu compliqué, mais on va quand même voir si on ne peut pas l'assombrir temporairement. En modifiant directement les pixels, image, réglage, et allons voir dans les niveaux. Image, réglage, niveau. La case aperçue est cochée, et je vais assombrir l'ours, parce qu'il était de toute façon très très clair. Donc, voilà, je vais temporairement l'assombrir comme ça. Ok, voyons si l'outil de sélection rapide me permet de faire une sélection rapide sur l'ours. Oups, ça déborde, c'est foireux. Donc annuler, on va faire autrement. Sélection, désélectionner. Donc vous avez réussi à l'assombrir. Nous allons double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Nous allons ensuite à nouveau double-cliquer sur le calque et ici jouer sur le curseur en haut à droite pour transformer le blanc. Alors ceci dit en passant, si vous aviez affaire à quelque chose qui est clair sur un fond foncé, il suffirait de prendre l'autre curseur. Un feu d'artifice par exemple sur un fond foncé, vous arriverez à le sortir de son fond comme ça. C'est marrant, j'avais jamais vu ça. On l'a vu tout à l'heure, mais c'était pas aussi clair. Ok, donc j'arrive à sélectionner en gros l'ours. Je vous rappelle qu'on peut séparer le curseur en deux avec la touche Alt. Sauf qu'il y a une ombre ici qui pose problème, mais c'est pas grave. Je vais régler ça après au pinceau. Donc faites en sorte que la globalité de l'ours soit correcte. On clique sur OK quand c'est bon. Je vais maintenant ajouter un masque de fusion sur ce calque. Menu calque, angle écran, masque de fusion, tout faire apparaître. Donc le masque de fusion, on en a vu un tout à l'heure, c'était celui du filtre. Ici c'est celui du calque, de l'ours. Donc il est encadré, c'est bien là-dessus que je travaille, parce que si vous cliquez là-dessus et que vous allez dessiner au pinceau, vous allez dessiner en fait au pinceau j'ai dit, oui. Ah ben oui, forcément si je dessine en blanc ça fait des trous parce que ce qui est blanc est écrété. Si je dessine en noir, ça ne fera pas de trous parce que ce qui est noir n'est pas écrété. Donc faites attention, ce n'est pas ceci qui doit être encadré, j'annule, c'est bien la partie droite, le masque. Et alors avec un pinceau, vous dessinez en noir, donc pinceau normal, vous dessinez en noir, un pinceau à bord flou, et vous allez corriger ce que l'écrétage, ce qu'on a fait juste avant, n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire vous englobez en gros comme ça les ombres, voilà. Ah, si on dépasse trop, on va le faire en blanc, mais bon, on va dire que là c'est bien. Si jamais je dépassais trop comme ça, je le fais en blanc et ça fait réapparaître. Donc je suis en train d'amener des pixels blancs et noirs dans le masque pour faire disparaître certaines parties de l'ours. Ok. Je peux éventuellement recliquer sur la partie gauche après et retourner dans Image Réglage Niveau pour le rééclaircir s'il faut. Il pose problème. Ok, on ne va pas faire ça tout de suite comme ça. Donc contentez-vous ici avec le masque de fusion de Photoshop en dessinant en noir et en blanc de supprimer les ombres qui étaient en trop. Ça va? Bien. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les pixels blancs originaux de l'image de l'ours sont toujours là. Alors pour qu'ils deviennent réellement effacés, pour que j'ai un ours entouré de transparence sur la vignette ici,
je vais créer un nouveau calque dans Photoshop ici. Voilà, je crée un nouveau calque, vide, et je vais fusionner ce calque vide avec le calque d'en dessous. Menu calque, fusionner avec le calque inférieur, ou fusionner les calques visibles, dans ce cas-ci ça revient au même. Pas aplatir l'image. Aplatir l'image va me mettre un ours entouré de blanc. Pas bon ça. Édition annulée. Donc, menu calque, fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le calque en dessous possède un masque de fusion, on va dire conservé. Voilà. Et, oui, conservé, c'est bon. Et on voit par rapport à tout à l'heure la différence, c'est que l'ours est entouré de transparence. Ok, et là je peux aller essayer de l'éclaircir. Donc, il y a normalement... ah oui. Tiens. D'accord. Double-cliquez sur la vignette du calque et remettez le curseur tout à fait à droite. On n'a plus besoin de ça en fait. Il faut que tous les pixels du calque apparaissent. On n'a plus besoin de ça puisqu'on les a supprimés avec l'opération précédente de fusion. Les pixels qui n'apparaissaient plus. D'accord? Et alors là, image réglage niveau, et je vais pouvoir éclaircir l'ours si je veux. Donc je récupère l'ours tel qu'il était tout à l'heure, bien blanc. Image réglage niveau. Voilà, donc c'est des petites astuces. C'est donc l'écrêtage qui nous a permis de supprimer le fond automatiquement, mais ça ne marchait pas bien pour l'ombre. Donc j'ai dit que l'ombre, je la laissais. J'ai ajouté un masque de fusion, j'ai dessiné en noir pour supprimer l'ombre. D'accord. Là, j'ai ajouté ensuite un calque et j'ai fusionné avec le calque inférieur, ce qui m'a supprimé réellement les pixels qui étaient masqués par écrêtage. Donc l'ours est réellement entouré de transparence. J'ai double-cliqué pour remettre en place les curseurs parce qu'il n'y avait plus de raison qu'ils restent comme ça. Ça ne servait plus à rien. Et là, je suis allé dans... Après avoir cliqué sur la partie gauche, pas la partie droite, image réglage niveau, j'ai été éclaircir l'ours. Ça vous va ça? Bien, donc j'enregistre le fichier sur le disque dur au format Photoshop. On n'a pas encore enregistré en Photoshop, voilà. Format Photoshop, ok. Vous n'avez pas l'impression qu'il est un peu verdâtre chez vous? Ouais, oui, dans la version originale, oui, j'ai eu des transformations de couleurs bizarres. Je vous rappelle que le réglage des courbes, on a des pipettes ici. On a utilisé la pipette blanche tout à l'heure, ça vous dit quelque chose? Image réglage courbe. Enfin, c'était un calque de réglage. La pipette grise me sert à neutraliser. Quand je clique sur une partie d'image qui me paraît fort colorée, ça devrait normalement neutraliser. Donc là, je clique un peu à différents endroits et à un certain moment, ça pourra neutraliser l'ours. Mais les décalages couleurs sont assez importants ici quand même. Bon, je vais pas faire ça, tant pis. Oui, on va faire comme ça. Vous l'avez enregistré? ouais. Ok, ben, on va l'ouvrir dans Photoshop, dans Illustrator. On va l'ouvrir dans Illustrator, voilà. Donc je peux supprimer mon rectangle ici, il ne me sert pas. Fichier importé, teddy bear blanc. Voilà, je le redimensionne un peu. Je vérifie qu'il est bien entouré de transparence par le menu affichage, afficher le damier de transparence. Il est bien entouré de transparence. Parfait. Bien. Et je vais le copier-coller dans mon motif, par exemple. Donc, édition coupée. Hein, je peux carrément le couper de là. Édition coupée. Donc c'est comme le copier et le supprimer. Puis je vais double-cliquer sur mon motif dans la palette des motifs et je vais coller. Voilà, il est là. Bien. Ah, tu as fait un nouveau document? Ouais. Vous n'avez plus l'ancien document? Vous n'avez pas gardé? Voilà. Donc, j'arrive à faire des motifs très sympas grâce à cette méthode. Et peut-être que dans l'empilement, ici, dans la palette des calques, j'ai intérêt à mettre ce dernier ours. Vous voyez, parce qu'il déborde sur la balle ou sur l'ours d'avant. Foireux, ça. Il est censé être derrière. Donc je vais le déplacer dans la palette des calques. Je vous rappelle que je viens de double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Je suis passé en mode isolation. Et
Pour le motif, j'ai des empilements de calque. Donc celui-là va passer en dessous du teddy bear et du ballon. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je pense que pour les motifs, on en a vu pas mal. C'est bien. Je ressors du mode isolation. Ah, les motifs ne peuvent pas contenir d'objets liés, qui me dit. Cliquez sur annuler pour rester dans le mode de modification de motif ou sur OK pour quitter sans redéfinir le motif. Bon, petite erreur de ma part. Voilà, je recolle l'image. Il fallait incorporer l'image. Vous vous souvenez là? Menu fenêtre lien. Il fallait que l'image soit incorporée pour qu'elle fasse partie d'un motif. Donc, menu fenêtre lien. Je viens de recoller l'image. Incorporer. OK. Voilà, donc les diagonales disparaissent. C'est une image incorporée. Je peux la couper et recommencer l'opération. Et là, quand je vais quitter mon motif, il ne va pas me dire qu'il ne peut pas le faire avec une image liée, puisque ce n'est plus une image liée. Donc, même chose que tout à l'heure, j'ai intérêt à faire passer dans la palette des calques le teddy bear sous l'autre, le blanc sous le brun. Voilà, comme ça, ils sont derrière. Bien. Donc, je sors du mode isolation et plus de message par rapport à tout à l'heure. Et quand je remplis le motif dans une forme, ça fonctionne. Voilà, voilà. Super. Bon. Donc avec des photos c'est possible, avec des objets vectoriels aussi bien entendu on peut faire des motifs. Avec des vectorisations. Mais tout ça doit être imprimé en digital également. Alors voyons un peu, je vais aller chercher ici rapidement un palmier en vectorisation ou une plante, n'importe quoi. Voilà, enfin en vectorisation, c'est-à-dire que je vais la vectoriser. Ah ben voilà, un clip art de palmier. Donc j'ai tapé plant et entre guillemets public domaine. Voilà, je vais prendre ça, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Bon, regardez, vous allez tester après éventuellement. Je vais faire une copie de ça et le transférer directement vers Illustrator, c'est pas un problème. Voilà, le voilà. Donc menu fenêtre, vectorisation d'image, je vais vectoriser en couleur. Donc mode couleur. Combien de couleurs 12, 6, ok, 6 c'est pas mal. Ça dépend si je veux des nuances sur mon palmier ou pas. Hein. Là, avec 4 couleurs, mon tronc, là, il est d'une couleur unie. Avec 10, 12, il y a des nuances. Bon, c'est vous qui voyez. Ok. Donc, est-ce que cette vectorisation peut être intégrée à mon motif? Je vais tester, je la coupe. CTRL X sur le Mac, commande. Non, CTRL X sur le PC, commande X sur le Mac. Je double-clique sur le motif, je colle ma vectorisation dedans. Ah, j'ai oublié un truc pour la vectorisation. J'ai oublié qu'il fallait. Oui, il fallait dans les. Voilà, et ça, il ne veut pas là, le faire. Parce que voilà, il fallait que je le fasse avant, donc je vais ressortir de là. Ok. Ok, donc je colle, voilà, j'ai oublié d'afficher de la mi-transparence et donc mon image est entourée de blanc, mon palmier est entouré de blanc, je veux dire vectorisation d'image, donc ignorer le blanc, voilà c'est bon. Donc je coupe et si j'essaye de le coller dans le motif, en fait il va le vectoriser directement, ce n'est plus une vectorisation d'image, il décompose automatiquement en fait, il a décomposé automatiquement. C'est le message qu'il met à la fin en fait quand je sors du mode isolation avec la flèche. C'est le message qu'il met, il dit qu'il doit décomposer. Ok, je vais mettre ça à l'arrière. Donc voilà, vous avez vu que si j'essaye d'utiliser une vectorisation dans un motif, il va me la décomposer quand je sors. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Le motif comporte du contenu actif, donc dynamique, symbole, effet, groupe de modules externes, motif, qui doit être décomposé dans le cadre de la création d'une nuance. Si vous souhaitez modifier le motif ultérieurement, le contenu décomposé ne sera plus actif. Bon, ça veut dire que la vectorisation, là,
Ce sera plus une vraie vectorisation dès que je vais cliquer sur OK. OK. D'accord? Donc ça veut dire que si je reviens modifier le motif, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, on voit les vecteurs. D'accord, vous voyez? Les vecteurs pour... D'ailleurs, je vais verrouiller mes teddy bears là, dans la palette des calques, pour ne travailler que sur le panier là. Il y a normalement des vecteurs. Ouais. Eh ben, il est lent. Voilà. Ok, on voit les vecteurs. Je vais tenter de revenir à l'affichage aperçu, voilà. Ok, je vais sortir de la modification du motif ici. Donc vous n'êtes pas obligé de décomposer la vectorisation avant de l'utiliser dans un motif, puisque à la sortie, il va vous le faire. Ok, les possibilités sont quand même infinies. Au départ de pas grand chose, hein, on arrive à faire des choses sympas. Vite fait. Ok, je vais enregistrer ça. Bon, la dernière chose que j'ai faite là, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'était juste pour montrer la vectorisation, qu'est-ce qui se passe. Et là, nous allons nous occuper d'un autre chapitre de l'Illustrator, ce sont les symboles. D'accord? Il nous reste 30 minutes pour voir les symboles, donc on va rapidement voir ça. Vous pouvez fermer toutes les images actuellement ouvertes.